Ce soir, mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir très très fort Agnès Dubuisson sous votre ovation, s'il vous plaît. Agnès. Merci. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Qui parmi vous peut dire « je ne regrette rien » ? Oh, quand même, bien, félicitations. Si vous pouvez dire « je ne regrette rien », c'est que vous avez déjà fait du chemin, que vous avez transformé un certain nombre de vos blessures. Alors moi, je vais vous raconter comment j'ai transformé les miennes. Autrement dit, comment je suis devenue souveraine en mon royaume, ou comment la grenouille s'est transformée en princesse. Oui, voilà. Imaginez dans le nord de la France un tout petit village niché dans la verdure. Un endroit, une région très verdoyante, très vallonnée, qu'on appelle la Petite Suisse du Nord. Et c'est là que je viens au monde, aînée d'une famille de 6 enfants. En réalité, pas tout à fait 6, plutôt 7, parce que... Vous ne m'entendez plus, là ? Si ? Merci. Parce que ma mère a eu un premier bébé d'un premier mariage qui est décédé à l'âge de 4 mois. Et quand je viens au monde, pour elle, c'est la désolation au sens premier du terme. Dans ses illusions, elle s'était imaginée qu'elle aurait un fils et que celui-ci serait en mesure de remplacer le précédent. Or voilà, je suis une fille, je ne suis pas un garçon, et je ne serai jamais capable de remplacer le bébé décédé. Et à partir de là, entre ma mère et moi, c'est un conflit qui, d'une certaine manière, ne s'éteindra jamais. Moi, j'en suis consciente, de par le travail que j'ai fait. Ma mère, elle, n'en a jamais eu réellement conscience. Elle a fait ce qu'elle a pu avec qui elle était en ce temps-là. Et en fait, dans cette famille dont je suis l'aînée, eh bien, j'aurai le rôle de Cendrillon, ou Cosette, si vous préférez, pour avoir des images qui représentent à peu près ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et puis, il va m'arriver quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'à l'âge de 6 ans, je vais rentrer à l'école primaire. Parce que dans ce petit village, il n'y a pas d'école maternelle, pas de garderie, pas de nourrice, etc. Et donc, à 6 ans, j'entre à l'école primaire et j'apprends à lire. Et j'ai une voisine qui a 10 ans de plus que moi et qui ne possède certainement qu'un seul livre, et c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vais donc apprendre à lire dans ce livre. Elle va me faire répéter tous les jours les mots. Elle me fait apprendre la lecture à travers ce livre-là. Et finalement, Le Petit Prince restera toute ma vie très cher à mon cœur. Je suis toujours reliée au Petit Prince et reliée à la rose. Voilà. Et donc, à ce moment-là, la lecture devient pour moi une passion. Et chez moi, il n'y a pas de livres, on ne lit pas. Alors, des livres, je vais en chercher.
Et puis d'abord, je vais demander au curé du village des biographies des saints. Et puis, je vais chercher des livres, je vais en trouver dans les greniers du village. Et puis, ma grand-mère, qui est femme de ménage dans un château, va me ramener les revues que les filles du château ne lisent plus. Et à ce moment-là, j'essaye de me faire oublier. Comme je suis hypersensible, je pleure tout le temps et j'insupporte tout le monde. Alors du coup, je me replie dans ma coquille, l'hiver dans ma chambre, l'été dans une étable désaffectée, parce que je vis dans une ferme, et je lis, et je me nourris de la lecture. Les années vont passer, et un jour, je vais rencontrer mon prince charmant. Et vous connaissez l'histoire, hein. Ils s'aimèrent et eurent beaucoup d'enfants. Et j'en ai eu 3 en 4 ans et demi. Et vraiment, à cette époque-là, quand on était une jeune fille de 20 ans, née dans les conditions que je viens de vous raconter, on n'était pas une femme, on était une petite fille. Et on ne savait pas ce que c'était que l'amour, et on ne savait pas ce que c'était qu'un homme, et on ne savait pas ce que c'était qu'une maternité. Et chacune la vivait dans la solitude. J'en avais pas du tout conscience, mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans un état de dépression que j'avais déjà connu, parce que quelque part, j'avais toujours été dépressive. J'avais toujours eu au fond de moi un sentiment de nostalgie, de mélancolie, comme si je n'étais pas de cette planète, comme si j'avais rien à faire ici, et comme si j'avais envie de repartir ailleurs. Et un jour, je vais voir un de mes amis, et je repars chez moi, il me demande de le déposer quelque part, mais dans les 5 kilomètres entre son domicile et l'endroit où je devais le déposer, j'ai dû me tromper de route au moins 3 fois. Et il s'est fâché, il s'est énervé, il s'est mis à crier, et il est parti en claquant la portière. Et moi, je suis rentrée chez moi, et je me vois encore aujourd'hui, dans le garage, au volant de ma voiture, absolument incapable d'ouvrir la portière et de descendre de ma voiture. Il me faudra énormément de temps pour rassembler suffisamment d'énergie pour descendre de ma voiture et aller fermer la porte du garage. Quelque temps plus tard, je suis devant l'évier, dans ma cuisine, en train de faire ma vaisselle, et tout à coup, je me vois au fond d'un puits. Et là, je me dis, eh ben, tu y es maintenant, ma fille, hein, tu es au fond du trou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu y restes ou tu décides de t'en sortir? Et immédiatement, j'ai décidé de m'en sortir. Hors de question pour moi d'aller voir un médecin, parce que j'en avais vu un quelques années auparavant, et les médicaments qu'il m'avait donnés m'avaient mise à côté de mon corps. Je me sentais à côté de mon corps. Et un jour, j'ai jeté les médicaments, et j'ai retrouvé ma passion pour la lecture. J'habitais près de Lille, dans le nord de la France. Je suis allée dans la plus grande librairie d'Europe, qui s'appelle le Furet du Nord, et j'ai trouvé un livre sur la spasmophilie, puisque j'avais été diagnostiquée spasmophile. Et là, j'ai appris que la spasmophilie peut se soigner avec la kinésithérapie. Ah, ok, bon, je vais voir un kinésithérapeute. Et ce monsieur, en plus des soins qu'il me donne, il m'envoie voir un ostéopathe, puis une orthophoniste qui pratique l'oreille électronique du docteur Tomatis. Et c'est comme ça que je découvre les médecines douces. Et parallèlement, la psychothérapie, puisque je fais une psychothérapie en méthode Vitose, et que je deviendrai un jour praticienne en Vitose. Vitose, ça vous dit quelque chose? Docteur Roger Vitose, il est né à Morges, ici à côté. Et à 24 ans, il était chef de service à l'hôpital de Lausanne. Ah, il y a quelqu'un qui connaît.
Hommage au docteur Vitoz. Donc, j'en suis là, en train de me soigner, et je comprends pourquoi je suis malade. On m'a dit, soit ceci, soit cela. Fais ceci, fais cela. Et moi, j'ai essayé de me conformer. Eh oui, mais je ne suis pas comme ça. Voilà, je ne peux pas. Et là, je vais prendre la deuxième décision qui va impacter toute ma vie et qui me dirige encore aujourd'hui. Désormais, je ferai toujours ce que j'ai décidé de faire. Voilà, j'étais donc l'âne au fond du puits, dans la dépression, mais un âne qui découvre les médecines douces et la psychothérapie. Nous arrivons en 1989 et en France, nous fêtons le bicentenaire de la Révolution française. Je suis professeure de lettres et j'ai envie de faire du théâtre. Donc je m'inscris dans un groupe et finalement, je ne vais pas faire de théâtre. Avec une autre personne du groupe, je vais écrire la pièce de théâtre qui sera jouée au mois de juin 89. Et l'animatrice me dit, Agnès, tu as une voix particulière, toi, il faut que tu fasses du chant. Et elle m'envoie vers un professeur de pose de voix. Un jour, je participe à un stage de chant et au bout de 2 jours, à la fin du 2e jour, je réalise subitement que je viens d'assister à un stage d'initiation à la psychophonie. Alors, la psychophonie est une approche consciente du chant qui a été élaborée par Marie-Louise Aucher, qui était cantatrice à Paris dans les années 60 et qui avait élaboré la carte des correspondances sonores. C'est-à-dire qu'elle avait senti dans son corps l'impact des notes de musique et elle les avait codifiées. Marie-Louise avait des élèves qui venaient pour la pose de voix. Et parmi ces élèves, il y avait des futures mamans et des futurs papas. Elle a observé que lorsque les futures mamans chantaient, les bébés étaient très toniques du haut du corps. Et lorsque les futurs papas chantaient, les bébés étaient très toniques du bas du corps. Donc elle s'est dit qu'il fallait faire chanter papa et maman pendant la grossesse pour avoir des bébés toniques du haut en bas. À cette époque-là, le docteur Frédéric Leboyer est en train de publier un livre qui s'intitule « Vers une naissance sans violence ». Marie-Louise l'appelle et le docteur Leboyer lui dit « Mais appelez donc Michel Audin ». Michel Audin est médecin néonatologue dans 2 maternités de Paris, la maternité des Lilas et la maternité de Pithiviers. Alors Marie-Louise l'appelle et il lui dit « Je vous attends demain matin à 8h dans mon bureau ». Marie-Louise est en Bourgogne, à Auxerre. Elle fait sa valise, prend le premier train pour Paris et le lendemain à 8h, elle est dans le bureau de Michel Audin. Et là, il va mettre à sa disposition 2 salles dans ces 2 maternités, enfin une salle dans chaque maternité, et elle va créer les maternités chantantes. C'est comme ça que, quelques années plus tard, je deviendrai animatrice en chant familial et prénatal. Nous sommes là en 99. Je suis veuve. Et là, je me dis, mais j'en peux plus. Je suis trop fatiguée. Je vais arrêter de travailler. Je vais arrêter de suivre des formations. Je vais me prendre une année sabbatique. Et une de mes amies m'invite dans un salon du bien-être à Lille écouter une conférence du docteur Claude Imbert. Claude Imbert, elle est médecin, cancérologue, hématologue, sophrologue dans un hôpital parisien. Et elle en est à un point où elle se dit « mais ma vie n'a plus aucun sens ».
Elle s'inscrit dans un stage d'analyse transactionnelle et à l'occasion d'une relaxation, elle se revit bébé dans le ventre de sa maman. De fil en aiguille, Claude Imbert va développer la sophroanalyse, c'est-à-dire la thérapie des mémoires de la vie prénatale. Et quand j'écoute Claude Imbert, je me dis « Ah ben non, je ne peux pas m'arrêter. C'est trop proche du champ prénatal, donc j'y vais. » Et je rempile pour 2 années de formation. Voilà, donc champ familial et prénatal, psychophonie. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, telle Vénus, je suis sortie de l'onde amère à mer, et j'émerge de l'onde pure. Alors, si mon propos a trouvé quelque écho en vous, eh bien, vous pouvez scanner le QR code qui est là, que vous trouverez également sur mon stand. Vous pourrez prendre rendez-vous ou prendre simplement contact. Et sur mon stand, vous trouverez également un 2e QR code qui vous permettra de répondre à un sondage qui s'intitule « Trouvez le bonheur et gardez-le ». Et si vous avez la gentillesse de répondre à ce sondage, eh bien, vous recevrez un cadeau, un guide pratique sur l'aromathérapie qui s'intitule « Les agrumes ou la joie de cellules » que j'ai eu la joie de rédiger avec ma collègue ici présente, Sylvie Alran-Bauer. Tu veux bien te lever ? Merci de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition si vous voulez partager.